Je tiens d'abord à vous présenter toutes les personnalités remarquables qui ont accepté de participer à cette table ronde. Je vais commencer par ma droite. Hakan Günday, qui est un écrivain extraordinaire, qui a écrit 8 romans, dont 4 ont été traduits en français et sont disponibles par exemple à la librairie Kléber. Et il a eu le prix Médicis en 2015, si j'ai bonne mémoire, pour son roman qui s'appelle en turc Daha, encore, et qui vient d'être adapté au cinéma et dont la copie vient de sortir au début du mois de janvier en Turquie. Ce qui est remarquable avec Hakan Günday, c'est quelqu'un qui a su explorer toutes les zones d'ombre de la condition humaine, et notamment toutes les possibilités de cynisme et de cruauté, mais en même temps en décelant toujours ce qu'il y a comme raison d'espérer dans une condition humaine qui n'est pas toujours la plus extraordinaire, mais qui alimente des histoires tragiques, mais d'une grande profondeur. Est-il besoin de présenter Jean-Paul Costa, qui est le président des RCA Odyssée, qui est également l'ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme, donc un magistrat, et qui est un grand cinéphile, et qui est également le directeur de l'Institut international des droits de l'homme, Fondation René Cassin. À ma gauche, c'est 2 psychiatres, psychanalystes. Alors je dis exprès pour les taquiner, parce que je crois qu'ils préfèrent qu'on les présente comme des psychanalystes. Michel Dangel, qui est juste à ma gauche, et puis un ami de l'Odyssée avec qui on collabore régulièrement depuis plusieurs années, Pierre Eptinger. Alors, j'ai demandé à ce que l'ordre d'intervention, eh bien, on commence par Pierre Eptinger, Hakan Günday, Jean-Paul Costa et Michel Dangel, et je souhaiterais, pour ma part, qu'il puisse y avoir un double dialogue entre la salle et les différents intervenants, et entre les intervenants eux-mêmes par rapport à l'approche qui sera forcément déclinée de façon particulière à chacun. Voilà, donc c'est ce double dialogue que je souhaite. Juste pour cadrer en introduction, je pense que pour ce qui me concerne en tout cas, la question de la transmission au cinéma est une question qui est tellement vaste qu'il y a une infinité de rubriques possibles. Ce que j'exclus moi au départ, c'est tout ce qui concerne la transmission du point de vue de la reconduction d'un ordre établi avec son système de valeurs et de représentation, que cet ordre établi soit de gauche ou de droite, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est, disons, une transmission qui est de l'ordre de la consolidation. Vous savez, il y a cette fameuse formule « un train qui arrive à l'heure n'est pas une information ». C'est à partir du moment où il est en retard que ça devient une information intéressante. Et donc, sur cette question de transmission, ce qui mérite, à mes yeux, en tout cas, réflexion, c'est quand la transmission ne fonctionne plus, ou fonctionne très mal, ou qu'il y a une espèce de transfiguration en la transmission de quelque chose qui se métamorphose en autre chose, et c'est ça qui est évidemment intéressant. Pour la transmission qui ne fonctionne plus très bien, il y avait un film de Visconti, Violence et Passion, mais on n'a pas pu le retenir puisque nous avons également 5 soirées. La première, il y avait foule, c'était Bienvenue à Gattaca. La seconde, c'était hier soir avec La Guerre du Feu. La troisième, ça sera ce soir, tout de suite après cette table ronde avec Les Joies de la famille. Et demain, il y aura La Piel qui habito de Almodovar. Et dimanche soir, ce qui, à mes yeux, est un des plus grands films de ma filmothèque personnelle, avec Cabaret, Jean-Paul, c'est L'œuf du serpent de Ingmar Bergman. Et curieusement, c'est le film que Bergman aime le moins, parce qu'il était obligé de travailler avec des producteurs américains. Et c'est, à mon avis, son film le plus intéressant du point de vue de la réflexion sur la société. Avant-hier, c'était l'anniversaire triste et funèbre de l'arrivée au pouvoir, le 31 janvier 1933, de Adolf Hitler.
Donc c'est bien qu'on termine avec l'œuf du serpent, dont l'action se situe en 1923 dans l'Allemagne, qui est balayée par la crise économique, sociale, politique. Alors, je voudrais juste faire une référence à Homo sapiens, qui est un livre formidable d'un écrivain qui s'appelle Hariri, d'un penseur qui s'appelle Hariri, et qui dit qu'au bout terme de 70 000 ans de révolution cognitive, eh bien, non seulement l'être humain est en mesure d'avoir un impact décisif, voire irréversible, sur son environnement et sur la nature, mais également sur sa propre nature organique. Et de la sorte, parmi les nombreuses propriétés qui caractérisent la dimension humaine, eh bien, il y a une nouvelle propriété qui est celle de pouvoir transformer ses propres propriétés. L'humanité est désormais en mesure de s'appuyer sur sa nature organique pour la transformer au prix de transgressions qui peuvent être source de progression ou au contraire de régression, parce qu'il n'y a aucune avancée qui va dans le droit chemin automatiquement. Et il conclut cette somme qui est Homo sapiens avec une très belle formule qui est la suivante: désormais, la question n'est plus de savoir ce que nous voulons devenir, mais la question est de savoir ce que nous voulons vouloir. Et ça rentre tout à fait avec la problématique de ce magnifique événement qu'est le Forum européen de bioéthique. Le cinéma, bien sûr, avec l'aide de la littérature, d'où l'importance d'avoir une personnalité comme Hakan Günday, a travaillé cette problématique et a rappelé notamment tous les enjeux, les challenges et les dangers, mais aussi les progrès potentiels qui résultent de cette situation. On avait montré la guerre du feu parce que ça rappelle quand même le point de départ, si vous voulez, une humanité qui amorce sa révolution cognitive avec notamment l'utilisation du foyer, l'entretien du feu, n'est-ce pas, qui a engendré le mythe de Prométhée, mais aussi celui de Pandore, qui est la sœur de Prométhée, et d'autre part, une humanité qui est confrontée aux nécessités de la survie immédiate. Ensuite, je pense qu'il y a aussi d'autres thèmes, celui de l'humanité ou de l'être humain manipulé et sélectionné, que ce soit Bienvenue à Gattaca, que ce soit La Pielle qui habite eau, et beaucoup d'autres films aussi sur une sélection qui serait faite. Je veux noter juste au passage un film que j'ai toujours rêvé de pouvoir programmer à l'Odyssée, mais que je ne suis pas arrivé, qui s'appelle Au nom de la race, et qui montre, au sujet de sélection, qui parle d'une expérience qui avait été entreprise par les nazis, qui était de créer des haras humains, de manière à ce que des hommes aux yeux bleus et aux cheveux blonds, à moins que ce fût le contraire, non, c'est aux yeux bleus et aux cheveux blonds, et des femmes puissent se reproduire entre eux. Et c'est un documentaire des années 70 qui est allé voir les enfants de ces haras humains et on voyait très bien qu'ils n'avaient rien de blond aux yeux bleus et de grande taille, conformément à la sélection opérée sur leurs parents. Il y a également le thème de l'humanité où l'organique, la vie organique humaine cohabite avec l'inorganique, que ce soit des films comme Cyborg, que ce soit Robocop. Il y a aussi la thématique de l'inorganique qui devient animé, Jean-Paul en parlera, Frankenstein, la fiancée de Frankenstein. Il y a aussi, la cohabitation entre l'organique et l'inorganique à travers des films comme Terminator, comme Robocop et comme Blade Runner, par exemple. Et surtout, il y a aussi toutes les questions d'ordre économique et social qui peuvent être posées. On essaye d'imaginer
des formules de fonctionnement, de valeurs de représentation, de codes de représentation. Par exemple, le film de ce soir, Les joies de la famille, c'est une délicieuse comédie. Je vous invite à venir le voir à partir de 20h15 ou 20h20 parce qu'on a un peu de retard, où c'est un couple d'homosexuels qui décide d'adopter un enfant, mais à cause d'une virgule qui saute, eh bien, il y a toute une série d'aventures et de situations délicieusement narrées par ce film suédois que je vous recommande tout particulièrement. Mais il y a aussi une réflexion sur des questions plus sérieuses aux potentielles conséquences qui peuvent être tragiques ou irréversibles. C'est un film comme L'œuf du serpent, où l'homme, avant même de se poser la question de l'ajout de l'inorganique pour renforcer, pour augmenter les possibilités de l'organique humain, eh bien, se pose la question d'élaborer, à partir de la détresse sociale, dans cette Allemagne de 1923, des nouveaux modes, de nouvelles valeurs, terribles évidemment, qui vont donner naissance au nazisme. L'œuf du serpent, c'est évidemment 10 ans avant l'avènement du nazisme, eh bien, l'expérimentation d'une première répétition, si vous voulez, qui va conduire au nazisme et à son cortège de malheurs et de tragédies, comme tout le monde le sait. Je pense qu'on est dans une situation, et le cinéma le rappelle très bien, où l'humain est désormais en mesure d'être à lui-même son propre cobaye, pour le meilleur comme pour le pire. Il y a une très belle phrase de Jules Verne, et je conclue là-dessus, qui dit que ce que certains ont imaginé, d'autres le réaliseront. Tout le problème, c'est de savoir ce qui se réalisera, le filtrage qui se fera au sein même des différentes hypothèses qui ont été élaborées par à la fois les scientifiques et les politiques. Et c'est un enjeu qui est majeur. Et je vais donc demander de bien vouloir à Pierre Eptinger de bien vouloir commencer. Cher Pierre, tu as la parole. Merci beaucoup. Je suis très honoré de pouvoir prendre la parole dans ce forum et je remercie Israël Nizan et Farouk Bounaltaï tout particulièrement de m'avoir invité. Le journal Le Monde du 18 janvier avait fait sa une avec les forums de bioéthique. Et dans les pages consacrées à ces forums, on pouvait lire le texte du collectif des 110 signataires demandant une réforme urgente des lois bioéthiques et l'inclusion de la GPA, de la grossesse pour autrui, dans les débats préparatoires à cette réforme. Alors ce texte aura certainement retenu l'attention de Jean-Paul Costa, puisqu'il se réfère au jugement de la Cour européenne des droits de l'homme dont il a été pendant longtemps le président. Et il a aussi retenu doublement mon attention, d'abord en tant que citoyen, nécessairement interpellé par cette importante question, et ensuite en tant que psychanalyste, car j'y ai vu une heureuse convergence avec une question qui intéresse souvent le psychanalyste, à savoir la question de la filiation. Et lorsque je lis dans le texte du collectif ce qui est mentionné de l'avis du Conseil constitutionnel, à savoir que rien dans le droit ne prescrit que la filiation doive imiter la nature, eh bien je ne peux que me réjouir de lire cela et que soit ainsi énoncé d'un tout autre endroit ce que chaque jour le psychanalyste peut vérifier, que l'homme n'est pas en adéquation avec la nature, que sa vie ne s'organise pas dans un rapport direct avec la nature, mais qu'elle s'organise dans ses rapports familiaux et sociaux où foisonnent des questions et des réponses, questions et réponses qui sont d'ailleurs très rarement en adéquation. Et la question de la filiation est sans doute une de celles où apparaît de la façon la plus vive notre désarroi par rapport à la nature, d'abord, mais aussi par rapport à ce qui peut être pensé.
Jusqu'à récemment, ce n'était pas très grave, car au fond, la filiation n'a pas vraiment besoin d'être pensée. Elle s'impose comme une évidence dans le lien mère-enfant et comme un acte de foi dans le lien père-enfant. Mais depuis peu, ce n'est plus tout à fait comme ça, et nos progrès dans la connaissance scientifique viennent troubler ces tranquilles références. En effet, que deviennent ces liens mère-enfant ou père-enfant lorsqu'ils s'établissent grâce à l'intervention d'un ou plusieurs tiers, fussent-ils anonymes, comme c'est le cas lorsqu'il est fait recours au don du sperme ou au don d'ovocytes, dont il a largement débattu tout à l'heure, ou lorsque l'on recourt à la grossesse pour autrui. On n'a rien dans le droit et plus que jamais, pas de modèle dans la nature. Alors, se pose la question de savoir où nous allons trouver un point d'appui qui permette de décider ce que nous voulons vouloir, comme le suggère Farrokh Gunaltay, pour baliser les voies de la filiation de demain et même d'aujourd'hui. Le thème de cette table ronde, avec la transmission, nous propose le thème de la transmission, et c'est une des voies de réflexion de notre quête de nouveaux repères pour donner un cadre à ces nouvelles filiations. Alors, qu'est-ce qui se transmet? Les biologistes nous diront les gènes, mais ça ne suffit pas pour établir un lien de filiation, sinon un lien purement objectif. Mais la filiation n'existe qu'avec l'implication du plus intime de notre subjectivité. Qu'est-ce qui se transmet? La vie. Mais la vie se passe assez bien de la subjectivité pour se transmettre. Dans les conférences d'introduction de psychanalyse de Freud en 1915, Freud nous appelle à la plus radicale humilité, dans une phrase qui m'a très tôt frappé, où il dit que nous ne sommes jamais que des excroissances caduques d'un protoplasme virtuellement immortel. Donc que nous colportons la vie sans nous apercevoir, et que ce n'est pas ça vraiment qui est en question dans ce qui se transmet dans la filiation. Alors, ce que nous transmettons, qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses personnelles, d'une part, et aussi, et peut-être surtout, des choses qui nous dépassent. Du point de vue des choses personnelles, ce qui se joue dans la transmission des parents à l'enfant, sur le plan d'un rapport de personne à personne, est largement exploré dans le travail psychanalytique, mais concerne au fond assez peu le débat bioéthique. Il s'agit des idéaux, des valeurs, de l'histoire personnelle, des habitudes, du quotidien, de la façon de vivre, des joies, des peines. Mais dès lors qu'une filiation est établie, que ce soit par la voie dite naturelle ou par des techniques de procréation assistée, ce qui se transmet des mœurs et des valeurs personnelles est peu impacté par la nature du processus de procréation, sauf sur un point d'importance, celui du rapport des parents à ce processus qui les a fait parents. Lorsque la reproduction n'est pas biologique, les parents sont confrontés à un obstacle, à un impossible qu'ils vont devoir assumer et traiter. Mais cet impossible n'est pas le seul impossible que l'on rencontre dans la vie. Et la façon de traiter l'impossible, en général, est une des choses fondamentales qui se transmet de génération en génération. Et là, nous rejoignons ce qui dépasse l'individu. Pourquoi? Car le traitement de l'impossible et de ce qui nous dépasse passe toujours par des dispositifs liés à l'organisation de la civilisation, par la religion, par le politique, par exemple. Ce qui nous dépasse relève de structures qui, à la fois, s'imposent à nous et nous permettent de faire face à l'impossible. Alors, ce terme de structure est quelque chose qui pourrait être bien abstrait, mais heureusement, le cinéma, nous y venons, est là pour nous en donner l'illustration. Deux films
ont été projetés déjà dans le cadre du Forum européen. Vous avez peut-être pu voir mercredi soir Bienvenue à Gattaca et hier soir La guerre du feu. Je vais donc me limiter aux films déjà vus. Et nous avons là deux univers très différents où il y a des lois qui déterminent la place, les liens, la destinée des personnes. Dans ces deux films très différents, on voit que ce qui se transmet à un individu, c'est avant tout les règles de fonctionnement du groupe. Ces règles le déterminent, aussi bien dans la mesure où il s'y soumet que dans les réactions par lesquelles il s'oppose à elles. Il y a au moins deux niveaux de lecture de ces films. Il y a celui qui se focalise sur ce qui est le plus apparent, la quête d'une suprématie par le biais d'une perfection physique et mentale assurée par les gènes dans l'univers de Gattaca, par le biais de la maîtrise du feu dans la guerre du feu. Mais, au-delà de cette historiette, ce que rencontre chaque individu dans sa quête, c'est le fonctionnement social d'un groupe. Et dans les deux cas, on voit un individu s'arracher à ce qu'il est primitivement pour devenir quelqu'un socialement. Son ambition première, qu'il n'a pas perdue en cours de route, ne peut s'accomplir que profondément remaniée par l'assimilation de règles d'un groupe qui lui donne une identité nouvelle. Et je vois là une métaphore de ce qui se réalise pour chacun dans le processus qui l'amène depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte à s'humaniser et à se civiliser. Mettre un enfant au monde ne consiste pas uniquement à lui donner naissance, mais bien aussi à lui transmettre ce qui lui permettra de trouver sa place et de réaliser ses désirs dans le monde. Ça dure toute la vie, la mise au monde. Et le lieu de cette longue opération de mise au monde a été depuis quelques siècles et jusqu'à une époque récente, du moins dans les pays culturellement dominants, la famille dite classique, composée d'un père, d'une mère et de leurs enfants. La psychanalyse a été conçue dans une référence à ce modèle familial classique, mais ces découvertes et les concepts qui ont été forgés à partir de cette expérience peuvent assez facilement être étendus à d'autres dispositifs culturels. La psychanalyse a mis en évidence que ce qui se transmet dans la relation de filiation est avant tout le rapport à la loi, et que cette transmission est essentiellement inconsciente. Cela veut dire que ce ne sont pas des conduites conscientes ou des énoncés explicites qui se transmettent, mais la position personnelle de celui ou de celle qui les énonce. Et ceci vaut dans la famille comme dans d'autres groupes où se transmet quelque chose. Dans la famille, les parents n'ont pas besoin d'être des héros, encore moins des modèles, et n'ont pas à se poser comme ceux qui font la loi. Mais simplement, il est très important que leur action soit inscrite dans un ordre social et que leur désir soit le moteur de leur partenariat. C'est très simple, mais c'est très difficile, comme toutes les choses simples. Dans un article sur les complexes familiaux, Lacan rappelait qu'entre tous les groupes humains, la famille joue un rôle primordial dans la transmission de la culture. Elle transmet des structures de comportement et de représentation dont le jeu déborde les limites de la conscience. Elle établit entre les générations une continuité psychique dont la causalité est d'ordre mental et non pas génétique. On ne rappellera jamais assez qu'il n'y a pas que les gènes qui véhiculent l'hérédité. La vie commune est très propice à la transmission d'idées, d'habitudes, de traits de caractère, de modes de réaction. Le film de ce soir, Les joies de la famille, nous le montrera aussi. Beaucoup de choses se passent très bien des gènes pour passer d'une génération à l'autre, et la transmission de la culture, assurément, ne passe pas par les gènes. Dès lors, il me semble que la question essentielle et préliminaire à toute législation possible sur la bioéthique est: quelle est l'incidence de la législation sur la transmission de la culture? Et là intervient le point de vue éthique. Concevons-nous la culture comme une hygiène
ou comme une ouverture au monde. Les films des 2 derniers jours nous montrent ces 2 versants. À Gattaca, la culture dominante est celle de l'éradication des défauts, de l'exaltation de la perfection, de l'hygiène, de l'aseptisation absolue. Mais cette culture est bien étroite, car elle n'est en fait que l'exaltation d'un narcissisme bien particulier. Dans la guerre du feu, les motifs personnels de survie viennent se nouer de façon plus heureuse à une ouverture vers d'autres mœurs, où l'autre n'est plus un objet sexuel mais un partenaire que l'on regarde en face, et où le rire vient apporter une nouvelle dimension à la vie. Alors, lorsque la procréation devient possible en dehors des limites définies par la biologie naturelle, il se pose la question du risque encouru par la société à laisser s'établir des modes de procréation qui ne sont pas dans la nature et résultent de l'invention de l'homme. Au niveau de la société, le risque est celui du bouleversement de l'institution familiale sur laquelle repose depuis des siècles la transmission de la culture. Mais il n'est pas inutile de rappeler, toujours avec Lacan, que l'identité entre l'institution familiale et le dispositif biologique naturel, qui existe dans notre civilisation actuelle, n'est ni universelle ni éternelle. Les ethnologues nous ont appris que l'institution familiale est organisée en de nombreux endroits de la planète sur des modèles différents, et les historiens nous apprennent que dans nos contrées, les Romains et les Grecs de l'Antiquité fonctionnaient avec des institutions familiales différentes. La famille primitive, telle qu'elle est présentée dans La Guerre du Feu, est un mythe, et c'est sans doute le point faible du film. Mais son point fort de ce film, La Guerre du Feu, c'est de nous dire que pour jouer avec le feu, c'est-à-dire le feu de la science, il est préférable de connaître le rire et d'avoir une relation d'égal à égal avec l'autre. Une relation d'égal à égal qui tient compte de la vie de l'autre. Ça signifie aussi qu'un individu ne sait pas ce qui est bon pour l'autre. Le paradoxe de l'éthique, ainsi que l'a montré toujours Lacan, que j'aime bien, vous l'aurez deviné, il y a dans un séminaire qu'il a consacré toute une année à l'éthique, c'est que le discours appelé à dire le bien, ce qu'est l'éthique, bute sur l'impossibilité de savoir ce qui est bien pour l'autre. Alors, s'il n'est pas possible de savoir ce qui est bon pour l'autre, nous ne pouvons que laisser une place à chacun, prendre en compte toutes les différences, et cela nécessite donc de favoriser et pérenniser un discours culturel qui permet cette ouverture et de forger des lois dans cette intention-là. Merci beaucoup. Cher Pierre, pour cette belle contribution. Eh bien, Hakan, tu as la parole. Merci. Bonsoir. Alors, c'est un grand plaisir d'être ici, mais je m'excuse d'avance pour mon français, que vous allez constater qu'il est limité avec à peu près 100 mots. Je vais essayer de jongler avec ces 100 mots. Bertolt Brecht nous a dit que tant qu'il est question de devancer l'autre et non de progresser, tant qu'il est question de dire c'est toi ou moi au lieu de dire toi et moi, tant que le capitalisme existera, la guerre existera. Et cela veut dire que si la guerre existe, eh bien, toute technologie serait fondée sur la guerre, premièrement. La guerre sera la source de toutes sortes d'inventions technologiques. Et après, si les armées le veulent, eh bien, ils peuvent le partager avec, par exemple, la médecine, avec d'autres branches. Ils peuvent nous les donner comme si c'était un Père Noël, et ils peuvent nous donner leurs cadeaux. Mais là, malheureusement, il y a un problème, c'est que
si vous élaborez une technologie dans le but de faire disparaître l'autre, eh bien malheureusement ça laisse des traces sur toute la technologie existante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous commencez à essayer d'élaborer un être humain avec l'aide de la technologie, le but, même si ce n'est pas fait exprès, c'est toujours de devancer l'autre et non de progresser. Alors que, à mon avis, il faut beaucoup plus pouvoir se concentrer sur ce qui manque chez l'être humain quand on essaye de l'améliorer grâce à la technologie. J'aurais bien aimé, par exemple, voir une sorte de technologie qui ne ferait pas voir un homme, par exemple, 1 kilomètre plus loin, mais qui fera peut-être un peu comprendre ce que pense la personne qui est assise à 10 centimètres de lui, qui est là devant lui, qui lui peut-être donnera une possibilité pour sentir et créer une empathie. J'aurais bien aimé que la technologie soit utilisée dans ce sens-là. Parce que sinon, ce qui serait transmis culturellement ne serait que la peur. La peur est une marchandise joker. Si vous arrivez à vendre la peur à quelqu'un, après vous pouvez lui vendre tout. Vous pouvez lui vendre la haine très facilement, la discrimination très facilement. Mais l'important, c'est d'abord de vendre la peur. Et c'est le produit magique. C'est un produit très populaire. Et c'est un produit tellement populaire que c'est cela qu'on veut transmettre à nos enfants, aux autres générations, parce que c'est très précieux pour nous, nos peurs. Malheureusement, on se définit avec nos peurs. Par exemple, quand on vous demande qui vous êtes, vous dites directement de quoi vous avez peur, et moi, je comprends qui vous êtes. Alors, si une communication se fait à l'aide de dire de quoi vous avez peur, c'est une communication qui est morte de naissance. Ça n'existe pas, cette communication. Donc, si vous transmettez la peur, on entre dans un système que moi j'appelle et que j'essaye d'écrire dessus, un système du mal durable. C'est un rond qui ne finit pas et qui se légitime soi-même parce que on arrive dans ce monde où tout change à créer une sorte de miracle où rien ne change. Parce que la haine reste pareille, les peurs restent pareilles, tout change, tout ce qu'on possède technologiquement change, mais on reste toujours comme dans des pièces de Shakespeare, on reste toujours comme dans la mythologie grecque. En fait, rien ne change parce que on n'arrive pas à nous mettre en face de nos peurs, parce que malheureusement, nous vivons dans une sorte d'ère, d'époque qui est basée sur une illusion de se sentir qu'on est les seuls êtres humains sur cette terre et que tout le reste n'est que le décor. Eh bien, quand vous pensez que vous êtes le Robinson d'une île déserte et que s'il y a 7 milliards de Robinson comme vous sur cette île déserte, le jour où vous rencontrerez sur la plage, eh bien ce serait comme une sorte de choc, bien sûr, parce que ce serait comme, par exemple, disons, quelques milliers de Syriens qui viennent à Strasbourg avec leurs valises
et vous allez leur dire, bah, on était sur une des îles désertes, qui êtes-vous? Et ils vont dire, bah, nous aussi, on est Robinson. Et malheureusement, on n'a pas la tendance à accepter l'existence de l'autre parce que ça nous fait du bien de croire que nous sommes le seul propriétaire de la maison et de voir tous les autres comme des voleurs. Mais c'est une illusion, parce qu'un jour ou l'autre, tout acte de violence a une conséquence sur cette terre, ce que nous montre l'histoire des humains. Et si vous faites une région de ce monde comme une sorte d'enfer, en vendant toutes les armes possibles, en envoyant toutes les armes possibles dans cette région, un jour ou l'autre, il y aurait des gens qui vont sortir de cette région et être surpris de ce phénomène-là me surprend beaucoup, parce que c'était déjà là depuis des siècles. Mais nous avons tendance à croire qu'on est seul. Ça nous fait du bien, parce qu'on ne veut que vivre avec nos semblables, et ça aussi, ça nous donne de la paix. Et donc, on veut que transmettre ce que nous savons, et rien d'autre. Et notre seul désir, c'est de nous projeter dans l'avenir, de projeter tous nos peurs dans l'avenir grâce à nos petits-enfants. Et ça aussi, ça nous fait du bien, malheureusement. Et dans ce mal durable, il y a toujours, à mon avis, un phénomène qui nous arrête, c'est l'art, c'est les disciplines d'art, le cinéma, par exemple. Le cinéma, c'est comme une sorte de lumière spéciale qu'on vous met dessus, et une fois que cette lumière est sur vous, on arrive à voir toutes les empreintes digitales de la culture, de l'histoire, de la société. Et ces empreintes digitales sont en fait les empreintes qui sont les traces de toute cette haine et de toute cette peur qu'on vous a donnée, qu'on vous a transmis, et que vous croyez qu'en fait ce sont vos peurs à vous, alors que non, ce sont des peurs qu'on vous a collées sur la peau. Et le cinéma, eh bien, elle a cette force de vous faire voir à vous ce qui ne vous appartient pas en fait, alors que vous vivez avec depuis des années et des années en croyant que vous êtes fait, construit de ces peurs et de ces haines. Mais le cinéma, avec toutes ses variations, eh bien, elle a cette force de nous faire voir ce que l'essence de l'être humain sans l'attaque brutale de la société dans laquelle nous sommes nés. Chaque fois que j'écris un roman, je pense qu'écrire c'est la meilleure manière de penser. Alors j'écris toujours sur ce que je ne comprends pas, sur ce qui me choque, sur ce qui m'horrifie. Et à chaque fois que j'essaie d'écrire, je commence avec une question et j'essaie de finir avec 1000 questions, si possible. Et ces questions sont souvent à propos des individus qui sont nés dans des cellules sociales. C'est quoi une cellule sociale? Ça peut être une famille, ça peut être un culte religieux, ça peut être l'armée, l'école, tout ce que vous pouvez imaginer, toutes sortes d'organismes, d'organisations. Et pour moi, l'important, c'est de poser cette question qui est celle-ci. Est-ce que pour un individu qui est né dans une cellule sociale, est-ce qu'il lui serait possible de s'évader de cette cellule? Parce que ce sont des cellules dont les murs ne sont pas de granit ou de béton, mais de chair et d'os. Et quand les murs sont en chair et en os, c'est le mur le plus solide. Si la famille ne veut pas qu'on entende vos cris, personne ne l'entendra. Si les gens autour de vous ne veulent pas qu'on entende vos pleurs,
personne ne l'entendra. Alors pour moi, il est toujours intéressant de poser cette question: est-ce qu'il est possible pour un individu de s'arracher de tout ce costume que la société lui a collé sur la peau et d'aller dans une recherche de soi? Est-ce qu'il est possible de s'évader de toute cette information transmise? Et s'il est possible, comment on fait? Est-ce qu'on casse les murs ou bien est-ce qu'on creuse des tunnels? Et si on creuse des tunnels, l'autre bout du tunnel, est-ce que ça sort à la liberté ou bien dans une autre cellule sociale? Tout ça, ça m'intéresse parce que autrement, je sais que on deviendra les meilleurs consommateurs de peur, alors que, à mon avis, juste pour arrêter un peu d'acheter la peur, il suffit juste en fait de demander une simple question. Si vous pensez à acheter une peur qu'on vous a transmise, eh bien, il vous suffit juste de demander le prix d'abord. Demandez d'abord son prix. Vous allez le payer avec quoi? Avec votre humanité, votre logique, votre tolérance? Avec quoi vous allez le payer? Déjà poser cette question, ce serait pas mal comme un début, parce que autrement, le mal durable sera la meilleure invention humaine. Merci. Merci beaucoup, cher Hakan, pour cette intervention forte. Et je crois que c'est bien quand l'homme s'exerce à essayer de se manipuler lui-même, l'être humain, de rappeler que ce qui est important, c'est de fixer un cap qui est non pas de distinguer les individus pour les sélectionner, les privilégier, les discriminer, voire les éliminer, mais aussi pour les rapprocher les uns des autres. Et ça, c'est un rappel qui était très utile et très nécessaire, et qui nous rappelle cette phrase de Rabelais: « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Cher Jean-Paul. Merci Farouk. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être ici car j'ai une longue histoire d'amitié avec le Forum européen de bioéthique, et même une année, Israël Nizam m'avait fait l'honneur de me demander de présider le conseil scientifique de ce forum. Alors cela étant dit, moi j'avoue que j'ai été très perplexe quand j'ai vu le titre de cette table ronde, parce que cinéma et transmission, ça n'est pas évident. D'ailleurs, généralement, quand dans un thème d'exposé, par exemple, on met deux mots, deux substantifs, avec la copule « et » entre les deux, c'est extrêmement difficile de traiter le sujet. Et c'est particulièrement difficile pour le cinéma, parce que il faut relier la question de la transmission au cinéma, aussi dans la large thématique du forum de cette année, produire et ou se reproduire, et le tout le moins artificiellement possible. Et enfin, la transmission, c'est un mot éminemment polysémique. On peut en voir plein de définitions, plein de sens. Il y a par exemple la transmission au sens juridique ou notarial du terme, et je ne suis pas d'accord avec mon ami Farouk lorsqu'il dit que traiter ce sujet-là, ça serait nécessairement conservateur. Je pense qu'au cinéma, il y a beaucoup de films qui, au contraire, ont montré des cassures, des fractures dans le processus de transmission ou dans le processus successoral. Bref, j'ai beaucoup hésité à trouver un sujet, et comme je n'arrivais pas à en trouver un, j'en ai choisi deux que je vais développer devant vous dans le laps de temps qui m'est imparti, j'espère ne pas le dépasser. Et le premier de ces deux sujets, c'est cinéma et adoption. L'adoption est traitée abondamment au cinéma. Pourquoi? Alors cette question, elle se pose aussi pour ma deuxième partie. Moi, je crois que le cinéma, c'est quelque chose qui sert à la fois à divertir et à donner à réfléchir.
Naturellement, avec un dosage variable suivant les films, suivant les époques, suivant les réalisateurs, suivant les pays, mais ce sont les deux grandes fonctions du cinéma. Outre celle d'enlever les pustules dont vous nous avez parlé, et j'ai trouvé cette image vraiment très forte. Alors pourquoi est-ce que l'adoption est traitée abondamment au cinéma? Eh bien parce que je crois que l'adoption, c'est quelque chose de très contemporain. Bien sûr, l'adoption est très ancienne, elle était très pratiquée dans le droit romain. Je n'oublie pas que, outre le fait d'être cinéphile, je suis un peu juriste, mais elle est beaucoup utilisée à notre époque. Il y a d'ailleurs dimanche, en début d'après-midi, une table ronde qui va s'appeler, qui est consacrée au mode de parentalité et qui inclut l'adoption. En fait, c'est en effet un mode de parentalité et donc un mode de transmission, parce que je suis d'accord avec Pierre Eptinger que la famille est quand même un cadre assez naturel de transmission de beaucoup de choses, de connaissances, de façon de se comporter, etc. Et l'adoption n'est pas nécessairement une adoption juridique, même si elle a toujours pour finalité d'opérer une certaine transmission. Il y a des adoptions de fait. Pensez à cet admirable film de Chaplin, Le Kid, qui remonte à 1921. Dans Le Kid, Charlie Chaplin, Charlot, adopte de fait un petit enfant. Et on peut même se demander si c'est pas l'inverse, si c'est pas le petit enfant qui adopte Charlot. De même, dans un film de Bondarchuk, qui est, je crois, son premier film en 1959, Le Destin d'un homme, il y a la rencontre fortuite et finalement très forte entre un homme et un enfant qui s'adoptent mutuellement. Et puis il y a un très beau western dont je vais reparler dans un instant, qui est Le Vent de la Plaine de John Huston de 1960, où il y a une adoption de fait et pas du tout juridique. Mais je crois que l'adoption, c'est un mode de transmission, de parentalité bien sûr, toujours particulier. Il faut rapprocher de l'adoption le très beau film qu'on ne passe pas assez souvent, et je trouve qu'on pourrait le passer à l'Odyssée, le film de Truffaut, L'Enfant sauvage, de 1969, qui est tiré d'une histoire vraie, qui s'est passée au début du XIXe siècle, et où un adulte va essayer de sauver un enfant qui a vécu vraiment de façon sauvage dans des forêts pendant des années et des années. Et cet adulte est un quasi-père adoptif. Alors, comme je l'ai dit, de nombreux films traitent de l'adoption, soit de façon émouvante, soit de façon comique ou tragicomique. Par exemple, Secrets et mensonges de Mike Leigh, qui date de 1996, ou encore un film beaucoup plus récent de Lucien Jean-Baptiste, que je n'ai pas encore vu, qui s'appelle « Il a déjà tes yeux ». Et bien entendu, il y a le film que moi aussi je vous invite à venir ce soir voir à l'Odyssée, Les Joies de la famille, qui est, disons, une comédie, mais comme toutes les comédies, elle n'est pas que comique. Le thème de la méprise et par exemple de l'interversion d'enfants peut être traité sur un mode léger ou apparemment léger, comme dans La vie est un long fleuve tranquille de Châtillaise en 1988, soit de façon beaucoup plus dramatique, comme dans Tel père, tel fils, du réalisateur japonais Hirohazu Koreeda, qui a gagné le prix du jury à Cannes en 2013. Alors, dans Le Vent de la Plaine de John Huston, le ressort du film est le fait que le héros et l'héroïne, Burt Lancaster et Audrey Hepburn, sont amoureux, mais se croient frères et sœurs. Ils ont grandi ensemble, car ils ignorent qu'il y a eu un enlèvement, l'enlèvement d'une Indienne par des Blancs, et une adoption de fait. Il y a dans ce film une sorte de happy end. Il y a un massacre parce que les Indiens veulent récupérer leur sœur. Et finalement, dans la scène finale, la sœur tue le frère biologique et évidemment, elle va pouvoir se marier avec le frère non biologique. Pourquoi est-ce que l'adoption est toujours appréciée du public ? Parce que je crois qu'elle est à la fois la source d'intrigues ingénieuses et aussi parce que c'est un mode de transmission qui est en quelque sorte contre nature ou en tout cas non banal. Et le public qui va au cinéma, qui cherche soit à se divertir, soit à réfléchir, soit les deux à la fois, trouve dans l'adoption un terrain assez propice
à la fois au divertissement et à la réflexion. Alors j'en viens tout de suite à ma deuxième partie, le cinéma et la création de surêtres. Je ne dis pas de surhomme au sens nietzschéen du terme, mais de surêtre. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du fait qu'un ou des êtres humains cherchent à créer un être transhumain, voire un robot, pour des raisons différentes et très variées suivant les films. C'est une sorte de transmission qui saute la reproduction classique. Je risquerais volontiers le jeu de mots consistant à dire que c'est une télétransmission, c'est une projection de la transmission dans le futur en sautant l'étape classique et naturelle de la reproduction. C'est un thème qui a également été souvent traité depuis les débuts du cinéma. C'est un thème qui a été traité dans la littérature. Tout le monde sait que Mary Shelley a écrit Frankenstein au début du XIXe siècle, mais le cinéma a repris très souvent ces thèmes littéraires pour en faire des films souvent très connus et souvent remplis de succès. Par exemple, il y a l'histoire ou le mythe du golem. Le premier golem est un film de 1914 de Wegener et Gallin et qui a eu plusieurs remakes. En 1920, c'est le plus célèbre et probablement le meilleur, de Wegener et Karl Bose, tout à fait au début de l'époque du grand succès du cinéma expressionniste allemand. Et puis en France, avec évidemment un film parlant, Julien Duvivier a fait aussi un golem en 1935 avec le formidable acteur qui était Harry Bohr. Frankenstein, c'est pareil. Un tout premier film a été fait en 1910, mais celui qui est le plus connu, c'est aussi un film muet. C'est un film du début du parlant de James Whale en 1931. Et il y a eu par la suite de nombreuses suites, La fille de Frankenstein, La fiancée de Frankenstein, etc. Et puis des parodies, y compris celle de Mel Brooks, Frankenstein Jr. Le Dr Jekyll et Mr Hyde, d'après Stevenson, touche un sujet voisin de Frankenstein, c'est-à-dire la création d'un être par un savant qui est dépassé en quelque sorte par sa création. Là aussi, il y a eu plusieurs versions. La meilleure est, je crois, celle de Rouben Mamoulian en 1931. Et il y a eu des remakes et une parodie, là aussi, celle de Jerry Lewis, Dr. Jerry and Mr. Love. Dans la même veine, il ne faut pas oublier, d'après H.G. Wells, L'île du Docteur Moreau de Kenton en 1932. Avec un remake, ce qui montre que vraiment c'est une veine qui est exploitée avec succès, un remake par le metteur en scène Don Taylor en 1976. Plus récemment, et Farouk y a fait allusion en citant Cyborg, Hollywood a exploité le filon des robots, bienfaisants ou non, par exemple dans Blade Runner de Ridley Scott en 1982, ou un peu plus récemment avec Robocop de Paul Verhoeven. Même Metropolis, que nous passons à l'Odyssée, et que je vous incite à voir ou à revoir, contient une création de robots. Par contre, je ne mettrai pas dans le même sac les célèbres Nosferatu ou Dracula, car les vampires ne sont pas créés par des hommes, ce sont plutôt des êtres, si l'on peut dire, malfaisants, et qui s'attaquent aux hommes et sucent leur sang. Pourquoi ces films ont-ils eu beaucoup de succès ? D'abord parce que c'est un genre fantastique, et le genre fantastique est souvent spectaculaire. Il permet des scènes de violence, il permet des scènes d'amour, il permet de lutter contre la peur, et c'est évidemment très divertissant. Mais il y a une raison plus profonde, c'est que le thème de ces films, c'est que l'homme se comporte comme un démiurge, car il veut produire sans se reproduire, et être dans le fond égal à Dieu. N'est-ce pas un vieux rêve de l'humanité, voir les mythes de Prométhée, de Faust, de l'apprenti sorcier, et l'apprenti sorcier est d'ailleurs traité au cinéma dans un très joli passage de Fantasia de Walt Disney. Généralement, cela finit mal, car l'hubris est puni. Alors, je ne veux pas conclure, surtout que le débat va continuer entre nous et avec la salle,
Mais moi, je trouve que, après tout, ce titre Cinéma et transmission, qui m'a laissé tout à fait perplexe au début, comme je l'ai dit, est très riche. Et si j'écoute les deux premiers orateurs, sans compter notre animateur président Farouk, je vois que nous avons tous eu des angles de vue très différents. Peut-être que le dernier orateur, chronologiquement, c'est-à-dire Michel Dangel, va avoir encore un angle d'approche particulier. Merci de votre attention. Merci beaucoup Jean-Paul pour ta contribution et last but not least, Michel Dangel. Oui, bonsoir. Alors merci également déjà à Israël et Nizan pour ma première participation à ce forum, d'autant plus que la question des passerelles évoquées entre littérature, cinéma et théâtre me sont chères à cœur. Je profite d'ailleurs de la profusion des films cités par Jean-Paul pour y revenir. Et tout autant que lui, la question de la transmission ne m'a pas paru d'emblée comme évidente. Transmission, psychanalyse et cinéma. Je vais peut-être partir de l'étymologie, une fois de plus, qui va peut-être nous aider à situer cette question de la transmission. Alors, transmission du latin « transporter ailleurs », ce qui suppose deux choses. D'abord le transport, le vecteur, le moyen, et l'ailleurs qui serait un lieu, un destinataire. Bon, le vecteur, en l'occurrence pour ce soir, on va parler de la psychanalyse du cinéma. Pour le cinéma, c'est facile, c'est l'imaginaire, c'est l'écran. Le moyen d'accès, au départ, pose pas de problème, il suffit d'une paire d'yeux pour regarder. La psychanalyse, l'interprétation, le vecteur, l'univers sonore, paire d'oreilles. Vous voyez tout de suite le son, la lumière, l'image, le texte. Bon, bien sûr, le cinéma ou la psychanalyse n'ont pas l'hégémonie du sonore et du visuel, puisque d'autres arts, la photographie ou encore la littérature s'y prêtent. Mais il y a d'emblée une connivence dans cet élément de transmission, à savoir que cette transmission n'est pas une transmission, comme disait Farouk, velléitaire. C'est-à-dire que dès lors que le cinéma a été découvert, en même temps d'ailleurs à peu près que la psychanalyse, 1895 pour l'un, 1896 pour l'autre, d'emblée, ces deux moyens, ces deux vecteurs ont été porteurs en soi, c'est ça qui est important, d'une certaine transmission. Autrement dit, le processus lui-même, pour l'analyse, se laisser parler, l'interprétation, ou l'image au cinéma, coule d'elle-même. Nul besoin d'une quelconque intentionnalité par rapport à la chose pour que le processus se mette en marche. On pourrait prendre un peu un adage de Capgras qui disait « Le cinéma est une maladie dont le seul remède est le cinéma ». Pour la psychanalyse, il en va de même. Le processus analytique est un processus sans fin. Processus sans fin qui coule de lui-même à un tel point que l'automatisme de la parole qui s'y déroule peut surprendre certains par ses effets cliniques, alors que même le patient ou le thérapeute ne savent d'emblée pas dans quelle direction la cure va prendre. Donc cette transmission, il faut la placer d'emblée sur deux versants, une qui a été déjà abordée suffisamment et qui relève de ce que je pourrais appeler le sens éthique ou symbolique de la filiation, mais l'autre relève aussi, et c'est peut-être la partie la plus difficile pour les personnes qui ne sont pas tout à fait initiées à la chose, mais d'une transmission inconsciente. C'est l'induction inconsciente de cette transmission qui est parfois essentielle, à un tel point que Deleuze, dans son séminaire sur le cinéma, parlait de l'automaton ou de la fascination du cinéma, qui n'a rien à voir effectivement avec cette transmission consciente ou velléitaire que l'on pourrait supposer. Celle-ci porterait un autre terme que vous connaissez tous, il s'agirait à ce moment-là de l'enseignement. Vouloir transmettre consciemment, c'est enseigner. Cet enseignement ne relève pas du même processus d'approche inconsciente que le cinéma ou que la psychanalyse qui précisément ne sait pas très bien où elle se dirige. C'est une espèce de malgré soi, et je crois que Jean-Paul l'a évoqué au début. Il est le réalisateur de films, ou le thérapeute d'ailleurs, par analogie, même en ayant l'intention de produire un film, en orientant sur une thématique ou un chapitre, ne sait pas pertinemment l'effet que cela peut produire. Les films phares cités
Bon, tu avais parlé du mythe de Frankenstein. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Frankenstein, en fait, effectivement, début des années du 19e siècle, résulte d'un pari tout à fait anodin, puisque Marie Shelley était en couple à ce moment-là avec Byron sur le bord du lac de Genève. Et puis, il y avait un défi, et puis il s'était proposé, elle aussi, en tant que femme, alors promotion de la féminité, mais elle disait, moi aussi, je suis capable d'écrire quelque chose. Et puis bon, en gros, leur conjoint disait, bah, chiche, vas-y, va voir ce que tu peux faire. Et il en est résulté Frankenstein. La dimension, la portée du succès de Frankenstein, par exemple, a dépassé largement l'intérêt littéraire. Je ne pense pas que ce soit un ouvrage qui soit classé dans la Pléiade, mais le nombre de films qu'il a porté en avant illustre effectivement de manière tout à fait pertinente ce mythe d'auto-engendrement que la science, et notamment le sujet d'actualité de la bioéthique aujourd'hui, reprend d'une manière plus incisive, plus pertinente. À savoir que donc ces thématiques qui naissent dès 1895 au cinéma, alors l'expressionnisme allemand est une période très féconde, il y en a une seconde qui est le surréalisme en France. Lacan travaillera d'ailleurs avec Marguerite Duras sur le sonore, ou un ouvrage d'Alain Gris également, reprend ces éléments inconscients et situe cet ailleurs qui quelque part, que le cinéma véhicule malgré lui, peu ou prou son succès, mais sans cette intentionnalité qui en fait justement l'élément de fascination. Alors vous allez me dire, l'ailleurs, maintenant qu'on a parlé un petit peu du vecteur, là c'est plus facile, l'au-delà, l'ailleurs, porter un matériau de transmission ailleurs, vous allez me dire où, hein, cet ailleurs, qu'est-ce qu'on dépasse dans la condition même de cette transmission inconsciente? Eh bien, il s'agirait de ce qu'on peut appeler la condition humaine, la condition immanente, présente, réelle, hein, quelque chose qui fait que l'individu ne peut pas se situer immédiatement, si ce n'est que dans un courant précisément qui lui échappe, dans cette intention elle-même. Dans les films déjà passés, alors je reviens rapidement sur la notion de, puisqu'on parle un petit peu plus de biologie ce soir que de symbolique, le symbolique c'est un peu plus compliqué, mais au moins pour les films qui ont déjà été projetés, ce rapport au biologique, le premier courant, le cinéma va essayer au fur et à mesure de son histoire, déjà de montrer ce qu'est la biologie, la reproduction, production, reproduction. Il faut savoir qu'à travers les codes de censure, la représentation visuelle de ces premières scènes de reproduction n'a pas été évidente, puisqu'il a fallu attendre les années 70 pour, par exemple, illustrer, montrer un rapport sexuel en intégralité. Ça a été un petit peu, je dirais, le seul avantage du cinéma pornographique. Mais avant le cinéma pornographique, déjà le rapport à la nudité, le rapport au corps, ont fait l'objet d'approches immédiatement censurées. Et ce n'est que tout récemment que le processus de reproduction, avec également la grossesse ou l'accouchement, je pense notamment à Gaspard Noé, un auteur qui a fait couler beaucoup d'encre au Festival de Cannes avec son film Irréversible, mais dans les films de Gaspard Noé, il y a quelque chose qui est montré jusqu'au maximum de ce que la censure autorise. Il en est de même pour l'élément sonore, où dire la sexualité, dire la reproduction, il fut un temps où les choses ne coulaient pas de source. Donc c'est tout récemment que le cinéma a pu montrer l'intégralité de ce phénomène de biologie de reproduction, et peut-être aussi sur un versant plus fantasmatique. Alors là on aborde les thèmes de science-fiction qui ont été évoqués, parce que il est évident que dans la transmission, le courant dit naturel, hein, et je crois que là Pierre l'a bien situé également, on renvoie à un courant biologique, mythologique, le mythe du couple initial, ce qu'on peut aussi appeler le naturalisme. Alors il faut savoir que le naturalisme, c'est pas autre chose qu'un fantasme de retour à un état sauvage, et c'est pas pour rien que dans la guerre du feu, la démonstration de l'acte de violence et de reproduction renvoie également à cette sauvagerie primitive. Et chaque fois que le terme de naturalisme nous est évoqué, il ne faut pas oublier que ça pourrait être un fantasme de retour à son état primitif. Tout à fait à l'opposé, à travers la science et une autre, disons, panoplie de déploiements fantasmatiques, on voit bien que l'on s'écarte de plus en plus, et à travers les approches scientifiques actuelles, de ce naturalisme primitif. Alors que ce soit la procréation médicale assistée ou d'autres processus de filiation, adoption, on déploie une série de fantasmes qui n'ont plus rien à voir avec ce naturalisme primaire et qui renvoient précisément à un processus de civilisation.
Le cinéma en abonde, on en a cité beaucoup. Il est clair que la science-fiction, parfois, précède de loin l'apport scientifique. Dans le mythe de Frankenstein ou des robots, ou encore dans Blade Runner, la production de clones, ces films de science-fiction datent des années 1930, comme tu l'as situé. La science ne fait que rattraper maintenant, peu à peu, quelque chose qui, sur le plan de la transmission de l'induction, a toujours été présent et de manière inconsciente. Il n'a pas fallu attendre le cinéma actuel pour réaliser la fantasmatique ou la montrer à l'écran telle qu'elle a pu s'élaborer aujourd'hui. Simplement, la science rattrape un peu ces choses et soulève le débat d'une manière collective, puisqu'elle ancre à ce moment-là dans le rapport sociologique la possibilité de réaliser, de créer, de rendre également un abord juridique à la question qui autrement laisserait ouvert à toute cette dimension fantasmatique. Bon. L'inconscient et la transmission, c'est aussi ça, c'est quelque chose qui coule de source et qui ne dépend pas, encore une fois, de cette maîtrise du champ scientifique qui peut être la tentative ultime que l'on a de s'échapper soi-même d'une destinée que l'on ne contrôlerait pas par ailleurs. D'où cette nécessité un peu mixte, cette espèce d'ambiguïté entre le contrôle scientifique, juridique et une réflexion, une pensée nécessaire pour que les choses ne reviennent pas à un état qui ne date pas d'aujourd'hui et que le cinéma a parfaitement reproduit puisqu'il est par essence l'art de l'imaginaire pur. Voilà. Je ne voulais pas m'étendre plus. Ces quelques approches pour les autres concepts analytiques seraient peut-être un peu plus difficiles à aborder ou alors il faudrait davantage de temps. Voilà, merci. Merci beaucoup. Michel, là, nous avons eu la chance d'entendre des contributions qui sont fondées sur des approches différentes. Alors, je reformule le souhait que j'avais évoqué en introduction, qu'il y ait un double dialogue entre la salle et les intervenants entre eux aussi, ou en réaction à des questions ou des observations que la salle voudrait bien faire. Donc on va commencer par la salle, si tu es d'accord, Israël. Qui souhaite prendre la parole ou faire un commentaire? Il est tard aussi pour les commentaires. Ils vous ont écouté minutieusement. Chakour. Bonsoir, Virginie Rio, association de patients. Dans notre association, on a un volet qu'on appelle... en fait, on a mis en place une exposition qui s'appelle l'exposition Traces. Parce que l'infertilité laisse des traces psychiques, des traces sur le corps, des traces dans la vie des gens. Et on avait besoin d'utiliser ce média. Donc, cette exposition, pour détailler, il y a des gens qui exposent des photos qu'ils ont fait eux-mêmes, des gens qui exposent des collages, des gens qui font des vidéos, des gens qui présentent des sculptures, enfin voilà, tout un aspect créatif qui remplit plusieurs fonctions. Enfin, c'est pas aux psychanalystes que je vais apprendre ça, et qui est pour nous un média vraiment important, à la fois pour communiquer vers le grand public, pour dire ce que c'est que l'infertilité, le désir d'enfant qui n'aboutit pas ou qui aboutit dans une perspective de don. Et voilà, c'est cette question de l'art et de transmettre quelque chose par un support artistique est important pour notre association en tout cas. Et hier soir, il y avait des auteurs qui parlaient de ça. Aujourd'hui, on parle du cinéma et je pense qu'il y a un vrai sujet, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir parler autrement de ces questions de la filiation, être parent, l'infertilité, la fertilité. Donc je vous remercie pour vos interventions. Moi, j'avais une question pour Jean-Paul Costa. J'ai été frappé, mais peut-être que tu as une explication, de ton utilisation du golem dans le cadre de la transmission. Parce que pour moi, il est plus associé à la mort. Sur son front, il y a marqué « Emet », qui veut dire la vérité. Et quand on enlève la première lettre, ça veut dire « Met », la mort. Et le golem évoque plutôt un retour à nihilum, un retour à la mort. Et pourquoi est-ce que tu as choisi le golem dans le cadre de la transmission ?
Je l'ai choisi parce qu'il me semble qu'il fait partie de la catégorie des êtres inventés ou créés par l'être humain et qui est, j'allais dire, surhumain, en tout cas inhumain. Alors effectivement, il n'est pas exactement dans la même situation que la créature de Frankenstein ou que le docteur Jekyll qui, sans le vouloir, va créer un être malfaisant, un dédoublement schizophrénique de sa personnalité. Mais c'est quand même le premier film, enfin la première série de films, je crois, dans l'histoire du cinéma qui met en scène, qui évoque cette volonté par les hommes de créer un être fantastique. Et alors bien sûr, ça renvoie à un conte, à un mythe plus ancien que les débuts du cinéma, mais c'est vrai aussi pour Mary Shelley ou pour Stevenson. Je ne sais pas si j'ai vraiment complètement répondu à ta question, mais je crois que si on évoque le cinéma, je pense que le golem a eu une importance historique dans l'histoire du cinéma qui est forte. D'où d'ailleurs les nombreux remakes qui en ont été faits. Moi, si tu permets, je voudrais juste dire merci, madame, pour votre intervention. Et peut-être que ça vous intéressera de voir ou d'aller voir à une autre séance, si vous n'êtes pas disponible ce soir, le film Les joies de la famille, parce que c'est une façon de répondre à mon ami Jean-Paul aussi. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que au lieu de préconiser ce qui est absolument tout à fait légitime et plus qu'honorable, la défense et la promotion d'une structure familiale fondée sur des opérateurs ou des acteurs, si vous voulez, hétérosexuels, c'est un film qui propose de nous montrer comment peut fonctionner, avec quel couac peut fonctionner une structure familiale conçue sur le mode de parents qui ne sont pas hétérosexuels. Et en plus, quand l'administration se joint à cela et qu'il y a une question de virgule et qui saute, c'est-à-dire un enfant qu'on veut adopter avec l'âge de 1 an et demi, et en fait la virgule saute et c'est un gamin de 15 ans qui arrive dans ce milieu auquel il n'est absolument pas préparé. C'est quelque chose qui est intéressant et que vous pourrez peut-être utiliser vous aussi dans le cadre de l'activité de votre association. Juste pour faire un parallèle avec la bioéthique. En bioéthique, c'est vrai qu'on essaye d'envisager sous différents abords les problématiques que peuvent poser les évolutions de la science et des techniques. Dans ce sens-là, c'est vrai que le cinéma qui s'en rapproche régulièrement, mais bien sûr le cinéma traditionnel aussi, c'est le cinéma un peu de science-fiction. Est-ce que, moi c'est une impression que j'ai, je voulais savoir si c'était une impression qu'on peut objectiver ou pas du tout, mais que justement on est de plus en plus dans un cinéma d'enseignement. C'est-à-dire qu'on nous montre des films dans lesquels on élabore une problématique qui est déjà très présente, très ancrée. Et moi j'ai l'impression, en tout cas, notamment avec les Harry Potter, etc., on est dans une forme de science-fiction un peu au rabais, où finalement on nous offre quelque chose qui est déjà présent. On nous offre une problématique, on nous offre des problématiques qui peuvent être tout à fait envisagées là où effectivement il y a dans les années 30 ou dans les années 50 ou dans les années 60 un effort ou c'était peut-être pas un effort, c'était peut-être pas conscient, mais en tout cas on nous proposait des situations qui étaient totalement invraisemblables. Alors que là, la science-fiction, un grand renfort d'effets spéciaux, sont toujours des situations qui finalement restent de l'ordre de quelque chose qu'on pourrait envisager, même si les effets spéciaux rendent les choses un peu... Est-ce que vous avez l'impression aussi qu'on est de plus en plus dans une perte de fantaisie ou une diminution de cette imagination-là, ou est-ce que c'est peut-être juste moi qui me fais des idées? Qui veut répondre? Je ne veux pas monopoliser la parole, mais je dirais oui et non. Est-ce qu'on est dans l'enseignement ou dans la problématique de la transmission? Et je vais m'appuyer sur l'exemple de Bienvenue à Gattaca, qu'on a eu l'occasion et le bonheur, pour ce qui me concerne en tout cas, de présenter avec Israël. C'est un film qui pourrait apparaître comme, au fond, un film d'enseignement si il disait les êtres améliorés, sélectionnés,
comme c'est montré dans la problématique du film, eh bien c'est ça la solution, il n'y a pas d'autre solution. Alors le film justement montre le contraire. Il montre que il faut toujours laisser la part au hasard d'agir. Et que, par exemple, il y a un dialogue deux frères, l'un a été sélectionné, amélioré, etc. C'est-à-dire qu'on a choisi sur la base des probabilités de le mettre en vie avec le plus possible de patrimoine génétique positif, voire supérieur, et l'autre qui est né avec toutes ses limites. Ça me fait penser d'ailleurs au titre d'un film de Zanussi que nous avons montré, qui s'appelle « La vie comme maladie sexuellement transmissible », c'est-à-dire la vie avec toutes ses limites, et qui est un très beau titre, je trouve. Et on est aussi dans la transmission ou la retransmission. Maladie toujours mortelle d'ailleurs. Oui, maladie mortelle, oui. Sexuellement transmissible. Et à un moment donné, il y a ces deux frères, l'un imparfait, l'autre biologiquement parfait, si vous voulez, ou conçu comme étant devant être parfait. Eh bien, il y a un grain de sable qui apparaît, et il apparaît où? En plein milieu de l'océan, ils sont en train de nager tous les deux, et parce qu'ils rivalisent pour savoir qui peut nager le plus loin jusqu'à revenir. Et celui qui est le diminué, entre guillemets, n'est-ce pas? Eh bien, il dit moi, je t'ai battu parce que je ne me pose pas la question de calculer jusqu'où je peux aller et à partir d'où je ne peux plus revenir en arrière pour regagner la rive. Donc, ça, c'est ce qui fait le plus. C'est-à-dire, il y a toujours cette part de hasard où même un être imparfait, dans la vision américaine des choses, de ce cinéma-là, qui est un très bon film d'ailleurs, hein, Gattaca, eh bien c'est l'humain avec ses limites qui est capable de se surpasser. Quand on a des limites, on est capable de se surpasser. Quand on est conçu comme étant soi-disant parfait, on n'a plus aucune capacité de se surpasser. Il y a une espèce d'appauvrissement du point de vue de la force de l'imagination et de l'imaginaire. Et pour reprendre la belle formule de Hakan Günday, eh bien on est enfermé dans une cellule sociale qui est la représentation d'une supposée supériorité qui n'existe pas. Et peut-être qu'il serait aussi possible de penser, par exemple, à ce que ça peut se passer une fois que l'homme va mettre son pied sur la planète Mars. Il va se brûler le pied. Quel drapeau va être là à votre avis? Est-ce qu'il va y avoir un drapeau? Alors, ça aura servi à quoi? Toute cette technologie qui nous aurait amené jusqu'à une autre planète qui sera un des États des États-Unis d'Amérique, le 53e peut-être. Donc, à mon avis, la science-fiction n'est pas à la hauteur de la réalité qui est tellement science-fiction. Je connais des sociétés qui vivent dans des pressions sociales et politiques tellement lourdes qu'à la maison, ils sont des golems, à l'extérieur, ce sont des êtres humains, ou l'inverse. Nul n'est soi-même une fois que vous sortez dans la rue. Cette transformation, tant qu'elle est là, sera toujours une transformation qui sera beaucoup plus spectaculaire qu'un homme qui entre dans une cabine téléphonique avec un costard cravate et qui sort avec un Superman, le costume de Superman. Parce que malheureusement, on a ce spectacle de science-fiction qui est là. Et à mon avis, il faut d'abord qu'on soit nous-mêmes, qu'on arrive à créer des sociétés où on peut agir comme nous. Et ce recherche de soi, à mon avis, est le voyage le plus long à faire dans l'espace. Merci. Hakan, Jean-Paul, si vous voulez dire. Juste deux mots sur la science-fiction. Moi, il me semble que pendant toute une longue période, jusqu'à vraiment il y a très peu de temps, la science-fiction dans la littérature ou au cinéma cherchait à anticiper des choses
souvent optimistes, souvent pessimistes, comme dans Fahrenheit 451, d'après Ray Bradbury, ou 1984, bien entendu. Mais il y avait une espèce de projection dans une société future, et c'était ce qu'on appelait des films ou des romans d'anticipation. Mais maintenant, il me semble que la réalité est en avance sur le cinéma ou la littérature. Ce qu'on peut lire dans les revues scientifiques ou même dans les pages scientifiques des quotidiens sur l'intelligence artificielle, c'est en avance sur ce que la littérature ou le cinéma essaye d'en décrire. Et c'est quand même assez extraordinaire. J'ai l'impression que les créateurs, les artistes, les faiseurs de films ou les écrivains n'ont pas encore pris toute la mesure de la révolution scientifique et technologique qui est en train de se passer. Merci Jean-Paul. Michel voulait aussi peut-être, en attendant que les questions surgissent de la salle. Oui, sur la question si j'ai bien saisi, du rapprochement ou de l'alignement possible entre une intention de montrer un film, d'avoir une espèce de projection d'idée ou de velléité d'induire une idée ou un concept, et le résultat final qui échappe par définition à ce que le cinéma pourrait évoquer. Je pense notamment, pour revenir tout au début du cinéma dit d'intention, et quel meilleur exemple d'autre que ceux, au départ par exemple d'Eisenstein, qui voulait éduquer le peuple en produisant le cinéma de propagande soviétique, ou encore Leni Riefenstahl qui l'a fait effectivement du temps de Goebbels, pour nazifier davantage le peuple allemand. Bon, autant ce cinéma était dirigé et intentionnel, autant on a vu que l'histoire ne lui a pas donné raison. Autrement dit, le cinéma, quand il réussit quelque chose ou quand il échoue, lui-même procède de ce que je pourrais appeler un espèce de ratage, de passage à l'acte, comme un acte manqué. Le succès ou l'orientation finale du cinéma échappe lui-même à son propre processus. Il y a toujours quelque chose qui dépasse en avant, en amont, et c'est pas parce que la science-fiction évoque, effectivement, que parfois qu'elle est rejointe par la réalité, que ce hiatus n'est pas là présent également. Il ne peut pas évoquer davantage que ce qu'il peut lui-même transmettre de manière intentionnelle. Mais comme on l'avait déjà cité précédemment, la part inconsciente, ce qui échappe au cinéma ou ce en quoi il peut influencer effectivement l'inconscient collectif, de toute manière ne procède pas, je pourrais parler d'une technique de réalisation ou encore d'une dimension artistique velléitaire. Ça a à voir un petit peu comme un acte manqué. Il n'y a qu'à voir les succès au cinéma, ils sont parfois prévisibles. Certains auteurs, je pourrais dire, ont leur style propre et font qu'ils entraînent un public toujours averti, mais la majorité également des succès sur le plan mondial n'ont pas eu cette espèce de préconscience de leur impact sur la population. Alors c'est souvent un élément de transgression, de subversion ou d'inconscient refoulé sur le plan collectif, avec un catalyseur, et c'est vrai que c'est parfois le chic de certains réalisateurs de toucher du doigt ce catalyseur. C'est ce qui expliquerait un peu le succès de certains films et moins d'autres. Voilà. Merci. Pierre, tu veux aussi dire quelque chose? J'en suis sûr. Moi, j'aimerais bien entendre un peu plus la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, j'arrive. Je fais mon sport. Bonsoir. Bon, je suis arrivé en cours de route. Moi, j'ai une question sur certains films où parfois j'ai l'impression que ces films sont comme une forme de transcendance de la réalité. Je pense au film District 9 où il parle de l'ONU. Enfin, ça laisse suggérer certaines choses. Et un autre film comme Minority Report qui, selon moi, représente une forme de réalité futuriste. Merci pour votre question. Je vais surtout me fonder sur Minority Report ou Minority Report. Ce que je veux dire, c'est que le cinéma, je ne veux pas faire de grandes dissertations sur le cinéma, mais en restant centré sur la problématique du Forum européen de bioéthique, c'est-à-dire
comment est-ce que l'homme peut envisager de se manipuler lui-même, et est-ce que c'est dans le bon sens ou est-ce que c'est dans le mauvais sens. Mais là, on a une hypothèse qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'on peut prévoir, grâce à la manipulation de la condition humaine, les gens qui vont faire ou sont programmés très probablement pour faire un délit, et que donc on les arrête avant qu'ils commettent le délit. En bon français, ça s'appelle un procès d'intention. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a envie de tuer quelqu'un qu'on le tue. Mais là, on pose l'hypothèse que si on a envie de tuer quelqu'un, eh bien, c'est parce qu'on a des gènes et que tous les marqueurs, si vous voulez, l'ADN de cette personne, l'ADN comportementaliste, si vous voulez, de cette personne, va conduire à ce que, inévitablement, elle commette un délit ou un crime. Bien. Et que donc, il faut anticiper. Et ça, c'est évidemment une hypothèse. Mais c'est une réflexion qui est intéressante, peut-être, qui nous renvoie. Le cinéma renvoie toujours une image un peu déformée, mais comme disait notre Sainte Mère l'Église, il faut parfois marcher droit par des voies détournées. Même ce reflet un peu déformé, eh bien, il dit la vérité. Comme disait Cocteau, le cinéma est un art, est un mensonge qui dit la vérité. Et en tout cas, ça a le mérite de poser une réflexion. Mais ce que je voudrais dire aussi, si vous me permettez, rebondir sur ce que disait Michel, je pense que la réalité n'a pas toujours raison. La réalité du nazisme avait tort. Enfin, d'après nos critères éthiques d'aujourd'hui, dont je pense qu'il faut continuer à les défendre. C'est-à-dire que rien ne justifie que quelqu'un se fasse exterminer parce qu'il est de telle naissance ou de telle confession religieuse, c'est clair. Et que le cinéma, de ce point de vue-là, il fait des sonnettes d'alarme. Il lance des sonnettes d'alarme. Quant au cinéma et à la société soviétique, eh bien, le cinéma soviétique des années 20, ce que nous avons montré à l'Odyssée en novembre dernier, eh bien, montre qu'il y a eu des expérimentations qui étaient porteuses de possibilités futures qui ne se sont pas réalisées. Et par contre-coup, ça montre que la réalité du totalitarisme stalinien était dans son tort, mais elle était dominante jusqu'à un certain point, jusqu'à la fin des années 80. Mais c'est justement ce dialogue entre... C'est-à-dire que toute innovation n'est pas forcément inéluctablement concrétisée. Et le cinéma vient nous rappeler qu'il y a toujours une part d'incertitude. C'est ce qui fait la saveur de la vie, dont Malraux disait que la vie ne vaut rien, mais que rien ne vaut la vie. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Bonjour, Marcel David. C'est pas tellement une question, j'ai une petite interrogation. Enfin, il y a quelque chose qui me pose problème, petit problème. On parlait de science-fiction, d'art. On va pas. La science-fiction, c'est de la littérature, c'est du cinéma, mais parlons en général de l'art, de tous les artistes au départ. Ce que je ressens, c'est que le monde artistique, dans sa production, a pendant longtemps eu beaucoup d'imagination, fait preuve d'imagination sur des thématiques de la science dure. Hein. Quand j'étais gamin, moi j'étais un fan de science-fiction. Pour moi, l'an 2000, c'était quelque chose de terrible. C'était des voitures volantes, les vaisseaux intersidéraux, etc. Et je lisais toute cette littérature de science-fiction. J'en étais complètement imbibé. Et là, on est en 2018. Et en bas, place Kléber, il y a des mecs en costard-cravate qui roulent avec des patins à roulettes, hein, ou des trottinettes. Je n'ai pas vu encore beaucoup de voitures volantes. Et dans toute la production anticipatrice, c'est toujours basé sur des projections de choses, d'objets, du réel qui est un peu projeté. Il est très rare de trouver de l'anticipation sur des sujets
comment dirais-je, sociologique. Je fais référence à un écrivain qui vient, une écrivain qui vient de décéder, c'était Ursula Le Guin, écrivain de science-fiction, qui a écrit beaucoup de bouquins qui sont un peu toujours les mêmes. Elle parle d'une société d'individus, comme tous ceux qui sont dans cette salle, mais en changeant juste un petit truc de la vie. Par exemple, puisqu'on est dans un forum de bioéthique et qui traite de la filiation, dans la main gauche de la nuit, elle parlait d'une société où les gens ne sont pas sexués dans la vie courante. Ils ne sont ni hommes ni femmes. Mais juste quand A rencontre B, ou dans le tram, dans le bus, c'est le coup de foudre. Et pendant 15 jours, 3 semaines, l'un, au hasard des phéromones, l'un se transforme en mâle, l'autre en femelle, et puis, disons, ils ont une activité particulière, extrêmement intensive, mais pendant un temps extrêmement limité. Et donc ça induit des tas de changements dans la société, sur les enfants, comment on élève les enfants, comment les rapports hiérarchiques, enfin plein de choses comme ça. Et c'est le seul artiste, donc écrivain, que j'ai vu qui analysait, qui faisait de l'anticipation sociale. Et si on parle dans le forum de bioéthique, par exemple, de nouvelles techniques de filiation, ou même l'ectogénèse, comme on disait, les usines à fabriquer des bébés, j'ai vu peu d'artistes qui arrivaient à ressortir, enfin, à anticiper une société où l'ectogénèse est établie depuis des centaines d'années, et tout le monde vit comme ça là-dedans, et d'imaginer. Je me demande si l'imagination des artistes est un petit peu insuffisante ou limitée dans ce genre de jeu de domaine. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Gunday, vous qui êtes écrivain? Par exemple, on pourrait par exemple imaginer, vous écrivain, une société dans 100 ans qui vit c'est Cosa Nostra, par exemple. Ouais. Là, on pourrait dire, tiens, tout le monde, dans tous les pays du monde, c'est Cosa Nostra. Celui qui a un flingue, c'est le Far West, quoi. C'est lui qui vit, c'est lui qui est le caïd du quartier. Mais en fait, vous savez que tous ces récits d'utopie et de dystopie, ils existent depuis très longtemps dans la littérature et ils existeront à jamais, parce que c'est impensable de pouvoir essayer de raconter une histoire sans qu'on pense à ce qui peut se passer dans le futur vis-à-vis de la société. Mais il y en a certains, bien sûr, qui peut-être ne vous font pas tellement vibrer que Ursula K. Le Guin. Mais croyez-moi, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans toutes sortes de disciplines d'art, dans le cinéma, dans le théâtre, dans la littérature, qui essayent de comprendre ce qui va se passer demain. Et parce que c'est une question ultime. C'est la question ultime. Et c'est une question qui est liée à un mot qui s'appelle espoir ou désespoir. Et des fois, malheureusement, l'espoir est une sorte de chip dans un casino. En fait, vous dépensez vous-même dans ce casino parce que vous êtes dans un casino. Et malheureusement, on n'a même pas la volonté de sortir de ce casino parce qu'on croit que ce n'est pas possible. On ne sait même pas si c'est possible ou pas. Mais il y a certains textes qui vous disent que vous êtes dans un casino et qu'il faut courir à l'extérieur. Comme disait M. Gunaltai, le cinéma, c'est comme une sonnerie d'alarme. C'est comme un réveil matin. Mais avec les réveils matins, le problème est celui-ci. Ça sonne, après c'est à vous. Soit vous allez vous réveiller
et descendre du lit et changer les choses, soit vous allez éteindre la sonnerie et continuer à dormir. Donc, malheureusement, Ursula K. Le Guin, à elle seule, c'est pas possible. Il lui faut aussi des lecteurs qui croient en elle. Voilà. Merci, Hakan. Quelqu'un veut ajouter quelque chose, Jean-Paul? Oui, Pierre. Et moi, je me permettrai aussi pour vous répondre. Oui, j'aime bien votre idée du réveil matin, et je crois que bon, c'est valable pour le cinéma, c'est valable pour la littérature, c'est valable pour l'ISAR, c'est valable aussi pour la psychanalyse d'ailleurs. Freud disait la psychanalyse, ça vous délivre un ticket, mais après vous êtes libre de prendre le train ou pas. Hein. Mais dans la production de cette œuvre, que ce soit, vous êtes écrivain, j'aimerais bien savoir si vous êtes d'accord avec ça. Il me semble avoir même entendu quelque chose, mais je ne suis pas bien sûr. Vous ne savez pas d'avance ce que vous allez écrire. Enfin, vous apprenez en écrivant. Je commence avec une question oui. Qui me préoccupe. Voilà. Et je construis toute l'histoire sur cette question-là. Et j'essaie d'analyser cette question en posant d'autres questions. Mon but, ce n'est pas de trouver une réponse, parce que j'essaie de m'évader de la pression de trouver une réponse, et parce que je sais aussi un peu que des fois, la réponse d'une question est une autre question, souvent même. Et donc le but, mais comme vous avez dit, je n'ai pas une idée d'avance de ce que je vais écrire, donc vous de ce qui va se passer. Vous découvrez des choses, vous découvrez d'autres questions. Tout à fait. Dans le fait même d'écrire, vous n'écrivez pas des choses que vous avez déjà découvertes. Non. Et je pense que dans le cinéma, il y a du cinéma où on sent que l'auteur a découvert quelque chose alors qu'il était en train de faire son film, et on a quelque chose de nouveau. Et puis on a du cinéma qui reproduit un genre, qui reproduit une certaine typologie d'histoire. Alors dans la science-fiction, on a beaucoup ça. Hein. On a des avatars d'un certain nombre de modèles types de science-fiction, et puis de temps en temps, on a quelque chose de nouveau, quoi. Et il me semble que là où il y a transmission, c'est quand il y a du nouveau. On pourrait se dire que c'est quand ça se répète. Non, quand ça se répète, on n'a pas vraiment quelque chose. On a quelque chose qui se répète, mais c'est pas quelque chose qui se transmet. Enfin, on peut discuter. Mais là où il y a du nouveau, alors apparaît quelque chose qui se transmet vraiment de l'auteur, qui n'est pas juste le replicateur d'un modèle connu, mais qui transmet quelque chose vraiment de lui, et qu'il ne connaissait pas avant de l'avoir écrit. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Merci Pierre, mais peut-être juste pour prolonger, le problème avec le cinéma, c'est que ça suppose de l'argent, de l'investissement de capitaux. Et là, celui qui paye joue du sifflet, dit-on en Turquie. C'est celui qui paye qui, notamment dans le cinéma américain, a le droit de regard sur le final cut, le découpage final du film. Et alors, pour vous donner un exemple, on peut avoir des œuvres qui sont d'anticipation, de science-fiction, qui posent des hypothèses de probabilité éventuelles pour un avenir, mais qui sont en même temps parfois très traditionnalistes. Par exemple, ça serait intéressant de voir comment beaucoup d'argent est investi dans une production de film, dans la représentation du futur. La plupart du temps, le futur, il est soit obscur, noir, soit il a les atouts, le visage, les figures, si vous voulez, du Moyen-Âge. Alors vous avez des épées, mais elles sont électriques, ça s'appelle Star Wars, je crois. Vous avez des costumes de cosmonautes, mais c'est comme des armures de chevaliers du Moyen-Âge. Et là, c'est vrai qu'on peut regretter qu'avec tout l'argent et les moyens potentiellement disponibles, il n'y ait pas un cinéma qui ait l'audace d'imaginer des choses nouvelles, et notamment par rapport à ce que disait Hakan, non pas un futur imaginé où on distingue, discrimine et élimine l'individu, mais où on rapproche
les uns des autres, les individus. Ça, c'est le monde tel qu'il ne va pas, peut-être, qui conditionne cette dérive-là. Je voudrais remercier très chaleureusement Farouk Gunaltai et tous les orateurs qui avaient magnifiquement rempli la mission qui vous a été donnée. Je rappelle également que l'Odyssée, ce magnifique cinéma de Strasbourg, est partenaire du Forum depuis probablement le début de son histoire. Et donc, à ce titre-là, je vous invite à voir le film de ce soir et de poursuivre la soirée dans une ambiance de bioéthique. Merci à vous.